Bonsoir, c'est l'heure de vous informer. L'Union africaine condamne fermement l'attaque par drone contre l'aéroport de Kisangani attribué à l'AFC 123. Depuis Addis Abeba, la Commission dénonce une grave menace pour le civil, appelle à la fin immédiate des hostilités et presse les parties de relancer les dialogues pour éviter de nouvelles escalades dans l'est de la RDC. Les précisions dans cet élément. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, a fermement condamné une attaque par drone menée contre l'aéroport de Kisangani dans l'est de la République démocratique du Congo et revendiquée par le mouvement armé AFC-M23. Dans un communiqué officiel, il a exprimé sa vive préoccupation face à une opération visant une infrastructure située en pleine zone urbaine mettant en danger des populations civiles. Selon l'Union africaine, une telle attaque constitue une violation grave du droit international humanitaire, notamment de principes de distinction, des proportionnalités et des précautions. L'organisation souligne qu'en l'absence de preuves établissant le caractère strictement militaire de la cible, une infrastructure aéroportuaire conserve un statut civil et doit être protégée. S'appuyant sur les instruments africains de lutte contre le terrorisme, dont la Convention de l'OIA de 1999 et son protocole de 2004, la Commission estime que l'attaque pourrait relever d'un acte terroriste. Elle rappelle que les groupes armés non étatiques ne peuvent justifier des actions mettant en danger des civils ou des infrastructures civiles et prévient que leurs auteurs pourraient être poursuivis individuellement au regard du droit international. L'Union africaine met également en garde contre une extension des combats vers des centres urbains éloignés des lignes de front, facteurs d'escalade susceptibles d'aggraver la crise humanitaire déjà critique dans l'Est congolais. Elle appelle l'AFC-M23 à cesser immédiatement les hostilités, à renoncer aux méthodes de guerre indiscriminées et à respecter les engagements pris dans le cadre des efforts de paix. Enfin, la Commission exhorte l'ensemble des parties à appliquer sans délai l'accord de Doha afin de favoriser un cessez-le-feu effectif, une désescalade durable et un retour au dialogue politique. Elle réaffirme le soutien de l'Union africaine et la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC tout en promettant de poursuivre ses efforts avec les partenaires régionaux et internationaux pour restaurer la paix et la stabilité dans la région. À Washington, lors du National Prayer Breakfast du 5 janvier 2026, Donald Trump a mis à l'honneur le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi, unique chef d'État africain présent, saluant son rôle dans le Washington Accord for Peace and Prosperity entre la RDC et le Rwanda dans un vaste partenariat minier avec les États-Unis. Reportage. Jeudi 5 février 2026, lors de la 74e édition du National Prayer Breakfast à Washington, D.C., le président américain Donald Trump a offert un discours qui dépasse les simples réflexions spirituelles pour devenir une tribune diplomatique et politique mise au service de sa stratégie internationale. L'événement annuel qui réunit de responsables politiques, religieux et économiques pour célébrer la foi et la prière a servi de cadre à Donald Trump pour revenir longuement sur les avancées significatives de sa politique étrangère en Afrique, notamment l'accord de paix historique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, un important partenariat économique autour des minerais critiques. Revenant sur le Washington Accords for Peace and Prosperity, signé sous sa médiation le 4 décembre 2025 à Washington, Trump a décrit cet accord comme une étape sans précédent vers la fin d'un conflit de plus de 30 ans dans l'est de la RDC. Il a salué le leadership du président congolais Félix Tshisekedi, présent à ses côtés, qualifié de très courageux, remarquable et vrai président pour son rôle dans la paix et la stabilité régionale. Au-delà de l'aspect diplomatique, le locataire de la Maison-Blanche a aussi mis en lumière l'accord économique majeur sur les ressources en minerais critiques, notamment le cuivre et le cobalt, conclu parallèlement avec la RDC et les États-Unis, que Trump a qualifié de plus grand accord sur les minerais de l'histoire entre les États-Unis et l'Afrique, soulignant son importance stratégique pour la chaîne d'approvisionnement américaine. L'intervention présidentielle n'a pas été exempte des clins d'œil personnels et d'humour. En conclusion, Trump a fait une référence aux Écritures tout en évoquant la conseillère spirituelle Paula White-Cain, mêlant ainsi foi et politique dans une adresse qui a largement circulé sur les réseaux sociaux congolais et dans les médias africains. L'intervention de Tshisekedi à Washington s'inscrit dans un contexte diplomatique dense avec des réunions bilatérales, notamment avec les secrétaires
secrétaire d'État américain Marco Rubio pour discuter de la mise en œuvre de l'accord de paix et des opportunités minières après un sommet sur les minerais critiques le 14 février 2026. L'ensemble de ces démarches marque une étape importante tant pour la paix durable en Afrique centrale que pour les relations économiques stratégiques entre la RDC et les États-Unis. Signé le 2 février 2026 à Abu Dhabi, en présence de deux chefs d'État, l'accord de partenariat entre la RDC et les Émirats arabes unis ouvre de nouvelles perspectives de coopération. Le ministre du Commerce extérieur, Julio Paluku Kahongya, revient sur les enjeux majeurs de cet accord et appelle les opérateurs congolais à en tirer pleinement profit. Il est ici. C'est un événement historique dans l'histoire récente de la RDC. Vous savez, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, avait commencé par participer à l'Expo Dubaï 2020, qui avait été organisée en 2021. Et c'est de là que sont nées des grandes idées. La première, c'était effectivement de devoir mobiliser les partenariats d'ici pour construire un port, le port en eau profonde de Banana, en vue de réduire le coût logistique pour que nos produits soient compétitifs. La deuxième, c'était de devoir signer un accord pour d'abord cibler les secteurs de matières premières, parce que vous savez, à l'époque, toutes les matières premières de l'Est transitaient par des pays voisins pour atteindre cet espace. Et là, il a créé Primera Gold pour nous permettre de devoir structurer nos exportations, et on a commencé à exporter près de 9 tonnes d'or au lieu d'une dizaine de kilos qui se faisait pendant beaucoup d'années. Mais avec cette expérience, le président a compris qu'il fallait élargir maintenant la coopération avec les Émiratis à un niveau beaucoup plus global. C'est la raison pour laquelle il a demandé au ministère du Commerce extérieur de devoir commencer les discussions autour d'un accord économique global qui réunit à la fois le commerce des marchandises, le commerce des services, les règles d'origine pour savoir quels biens devons-nous échanger avec les Émiratis, pour connaître effectivement comment doit se faire le commerce électronique. Et c'est 2 février, nous sommes ici à Abu Dhabi pour finalement signer l'aboutissement de toutes ces discussions par lesquelles la RDC et les Émiratis signent cet accord qui lance un appel à nos opérateurs économiques que désormais nous allons échanger 6000 produits que nous avons transmis à la partie Émirati qui vont devoir entrer sur le sol des Émiratis ici. Vous savez qu'ils importent des États-Unis, ils importent de l'Europe, ils importent de l'Inde, ils importent du Brésil. Mais le coût logistique de tout ce qu'ils importent est très très élevé. Voilà pourquoi on a commencé par le port en eau profonde de Banana pour réduire le coût logistique afin de permettre que les produits qui viennent de la RDC entrent ici au moindre coût, devenant ici compétitifs par rapport aux autres produits à travers le monde. Donc cet accord pour le président, c'est un appel aux investisseurs privés que désormais le marché est là, parce que la trilogie que le président a lancée, c'est la diversification économique, c'est la diversification des marchés et c'est la diversification des partenaires. Et donc, nous sommes dans cette trilogie pendant 2 à 3 ans pour permettre que désormais, tous les produits de la RDC trouvent des marchés partout à travers le monde et que les secteurs privés se mobilisent pour en fait essayer un peu d'accroître nos richesses et cesser d'avoir un produit intérieur brut de l'ordre de 80 milliards pour que, à l'horizon 2030, nous parlions d'un PIB de 500 milliards. Et je suis convaincu qu'avec ce partenariat qui signe la diversification des marchés des partenaires, la RDC, d'ici 2030, va accroître les volumes des échanges. Parce qu'avec les Émiratis, on a commencé en 2020 avec 1,2 milliard et aujourd'hui, nous sommes à 4 milliards. Mais nous voudrions, avec cet échange, que d'ici 2030, nos échanges avec les Émirats arabes unis soient autour de 10 milliards de dollars et ce sera au bénéfice de la population congolaise. Dans le cadre de l'opération de contrôle de la conformité au code de la route, le gouverneur Daniel Bumba renforce les capacités de la brigade mixte. Des moyens logistiques dont les ERS, communément appelés Mbassou, ont été remis afin d'assainir les secteurs du transport et renforcer la discipline sur les routes. Une initiative qui rappelle que nul est au-dessus de la loi. Daniel Bumba est à ses propos. Na refus obtempéré na certains usagers. Toujours ba sawa ben na kabambasu. Soko boy goto ça au poussani ne la optoboka. Ton otoboki pour récupérer la fourrière du taborom sur la taxi. Celui va tenir sur la barricade, observez parce que soit on filmait parce que 200 ans va identifié. Embouteillage ou désordre qui est là 10 minutes, 2 heures.
Quand vous donnez shift à Boutou, ça n'a rien à voir avec l'instauration d'une insécurité, mais ça on a plus qu'on nous a fluidifié davantage, peut faire observer sécurité n'a pas la à ce heure-là. Parce que dans l'embouteillage, les cannabis sont 10h du matin. Ils sont se plaignent. Ensuite, on a eu ça à ordre, si la minuit, et là, les capacité, n'a pas eu la batou, pas la coopération de l'ego-sala. Et là, il faut l'intérêt de la bisognoso. Parce que tu as remarqué même, et ça, la moutoumon, tant que ça la patron, à la mis tout à 50, 70, à s'organiser à Carrefour, quand on a mis tout à été, et tout c'est normal. Et là, moutoumon, était dans une opération, on fout à $564 de lui-même. Ça, c'est faux. Parce que si on a un chauffeur, on s'est limité à recevoir un permis, nous connaissons Moutouka, à recevoir une assurance, à s'assurer Moutouka dans la vignette, si on a ça à transport, à recevoir le transport. Au Nord Kivu, un an après l'installation du gouvernement provincial F123 à Goma, le coordonnateur politique du mouvement, Corneille Nangaa, s'est adressé ce vendredi 6 février à la population. Il a affirmé que la guerre était désormais terminée dans cette partie de la RDC et a présenté les grandes lignes de nouveaux plans de développement pour la région. Une déclaration qui suscite déjà de nombreuses réactions sur le plan politique et sécuritaire. Ses propos sont ici. Vita imeisha. Sai na nguvu ya ba autorité militaire, sécuritaire na ya province. Sai simuko mnasinzia. Usalama inarudia. Kwa hiyo tunawapatia felicitation. Na ya mwisho ni kuambia vita imeisha, lakini tunaanza development. Tunaanza kujenga. Na ndio maana unaona tuko hapa. Tuone hiyo mashantie zote. Na iprofite hiyo kupana felicitation kwa secrétariat permanent wetu wa chama, mais surtout kwa gouvernorat wetu wa Nord Kivu. Na kazi nyingi biko wanafanya sahihi. Tunawaomba kila mtu atie mkono. Nyiragongo itajengwa na nani? Nyiragongo itajengwa na nani? Sasa Nord Kivu itajengwa na nani? Na Kongo itajengwa na nani? Ndio maana tunasema vita inaisha na gisi M23 inafika sahihi hapa. Hakuna kurudi nyuma. Yetu vocabulaire ni kusema tutasonga mbele. Tutasonga mbele mpaka ya À Béni, les dossiers de capture de passeports fait polémique. L'activiste Jacques Sinzaira interpelle la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba ainsi que le ministre de la Justice. Il dénonce l'imposition de frais supplémentaires aux requérants à violation des textes en vigueur. Suivez ses propos. Madame la ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre de la Justice, la situation des passeports à Béni devient un fonds de commerce et la population est tracassée sous les yeux des autorités. À la banque, vous payez $75 et recevez un bordereau avec un code qui est. Mais pour l'approbation de la fiche d'identification par l'ANER, vous payez $20. Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, dans quel pays où l'ANER a des taxes à faire payer à la population? Pourtant, nous savons tous que l'ANER n'est ni un service d'assiette, ni un service de taxation. Pour la capture, les agents à Béni vous exigent $30 qui n'a pas qu'un document justificatif. Madame la ministre, aujourd'hui, le coût du passeport qui était fixé à $75 par le président de la République
Aujourd'hui à Beni, le passeport est octroyé à plus de 125 $ américains et avec beaucoup de manœuvres de tracasserie. Nous demandons à l'IGF de mener des enquêtes et de sanctionner ces agents commis à la capture à Beni qui sont en train de prendre l'action du président de la République comme un fonds de commerce et en sabotant les lois de la République. Madame la ministre des Affaires étrangères, vos agents ici nous disent que les 30 $ qu'ils font payer pour la capture est cautionné comme frais de fonctionnement. Pourtant, à Kampala, avec 75 $, vous obtenez le passeport. Est-ce qu'à Kampala, il n'y a pas les frais de fonctionnement? Est-ce qu'à Bunia et ailleurs, il n'y a pas de frais de fonctionnement? Nous pensons que notre République doit respecter ses engagements et ses lois. Le prix du passeport officiel est de 75 $, mais la population à Beni l'obtient à plus de 125 $. Trop c'est trop, Excellence, Madame Kaikwamba, nous pensons que les Congolais méritent mieux et les autorités doivent éviter de violer eux-mêmes leurs propres lois. Ce n'est pas seulement la population de respecter les lois. Enfin, à Ituri, les débats autour de l'état des sièges restent vifs. L'ancien vice-ministre de la Défense nationale, Sami Adoubango, plaide pour son métier, estimant que sans cette mesure exceptionnelle, la situation sécuritaire serait bien plus critique. Selon lui, l'état du siège a permis de contenir la menace de groupes armés et d'éviter une instabilité majeure dans la province. Plus de détails dans ces... Le métier de l'état de siège instauré par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo figure parmi les résolutions des retours définitifs de la paix en Ituri. Déclaration faite par Sami Adoubango Awoto devant les jeunes de Mahagi dans une rencontre de conscientisation des veilles patriotiques et à la paix tenue au chef-lieu du territoire de Mahagi. Pour cet élu de Mahagi, les jeunes sont appelés à braver la peur, à dénoncer toute tentative de déstabilisation de la province de l'Ituri par les ennemis de la République. J'ai voulu encourager la jeunesse à accepter et à aimer son armée, cohabiter avec son armée. Il n'y a qu'une seule armée, il n'y en a pas deux. Et j'ai demandé à ceux qui continuent à accompagner la vision du président, à voir tout ce que le président est en train de faire pour la jeunesse. L'état de siège en Ituri reste le moindre mal. Pas tant que vous décriez l'état de siège, vous multipliez le nombre de groupes armés. Vous tirez sur l'armée, vous tirez sur la population, vous tirez sur la République. Et de l'autre côté, vous demandez que l'état de siège soit levé. N'eût été cet état de siège au stade actuel, Thomas Lubanga serait déjà à Bunia. Qu'il pleuve, qu'il neige. En tout cas, on doit maintenir cet état de siège et dans la traitant, laisser l'armée de faire son travail. Et vous aussi, il faut accompagner l'armée. Ces messages trouvent un écho favorable auprès des participants. L'Excellence a eu la chance de venir échanger avec nous sur des questions beaucoup plus sensibles concernant la sécurité qui est menacée dans notre province. L'engagement pris est celui de pouvoir sensibiliser les jeunes à ne pas adhérer à des groupes armés et aussi à éviter d'être manipulés pour des fins mesquines de certaines personnalités politiques. Cette campagne de mobilisation à la paix menée par l'ancien vice-ministre de la Défense intervient après l'étape de Djalasiga en chefferie des Alours d'Ouganda et celle du territoire d'Aru. C'est la fin de cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, commenter, partager toutes ces actualités. Rendez-vous au prochain numéro.